Bonjour, bonsoir à tous mes petits oiseaux de nuit, c'est Iota et j'espère que tout va bien dans votre vie. Après vous avoir présenté des personnages tout bleus, aujourd'hui nous partons dans le tout obscur, l'univers à la Soulage. Aujourd'hui d'ailleurs, trêve de mondalité, on va passer l'introduction, j'en ai marre d'en faire. Aujourd'hui, préparez-vous à rentrer dans votre Batmobile, enfilez votre Bat-costume et surtout, faites attention à ne pas affronter Joker. Aujourd'hui, nous partons à Gotham City et nous allons parler des anecdotes sur la saga Batman de Christopher Nolan. Déjà, commençons par la base, le casting. Et autant vous dire qu'il y a beaucoup à dire. Lucius Fox, par exemple, devait être joué par Laurence Fishburne, mais finalement tenu par Morgan Freeman. Ducart, lui, devait être joué par Viggo Mortensen, mais finalement tenu par Liam Neeson. Ou encore Jim Gordon, qui devait être joué par Dennis Quaid, mais finalement tenu par Gary Oldman. Et je ne vous parle même pas de la guerre qu'il y a eu pour le rôle de Bruce Wayne, de l'épouvantail, ou même de celui de Rachel Dwayne. Par exemple, pour Bruce Wayne, il y a eu tellement de noms au niveau des auditions, par exemple Joshua Jackson, Ashton Kutcher, Jake Gyllenhaal, David Boreanaz, John Cusack, Guy Pearce, Eion Bailey, Hugh Dancy, même David Duchovny et Cillian Murphy ont été appelés pour le présenter. Mais comme tout le monde le sait, c'est finalement Christian Bale qui a été pris pour ce rôle. Mais ne vous inquiétez pas pour Cillian Murphy, puisqu'en effet, certes, il s'est fait plumer au poteau pour le rôle de Bruce Wayne, mais il a finalement accepté de prendre le rôle d'épouvantail, qui d'ailleurs devait être joué par Christopher Eccleston. Et pour la dernière, la guerre fut entre Natalie Portman ou même encore Sarah Michelle Gellar, mais la course fut gagnée, de courte tête, par Katie Holmes. Et enfin, pendant l'élaboration du projet, les producteurs songent même à créer un Bruce Wayne un peu plus âgé. Coucou Ben Affleck. Ils proposèrent même d'ailleurs à Clint Eastwood de réaliser le film et d'endosser le costume de l'homme chauve-souris, qu'il refusa d'ailleurs. Un Batman dans un western là, un peu à la mode du film Logan là, ouh, ça aurait été stylé. Ça aurait été vraiment stylé. Entre le dernier film Batman et le film Batman Begins, presque 10 ans s'écoulent entre les deux. J'aimerais bien vous dire vraiment la raison, mais... Ne compte pas me mettre au frais. Il nous cherche des crosses, vieux frère. Qu'est-ce qui a tué les dinosaures? L'ère glaciaire. La pelouse est dans tous ses états. L'un de vous, petit vénard, est sur le point de butiner le miel. Je crois que j'ai jeté un froid. Vraiment, les images parlent d'elles-mêmes. Et autant vous dire qu'après ce film haut en couleur, ça a été très compliqué, voire même très compliqué de faire l'écriture d'un prochain, voire même surtout de trouver un réalisateur. Avant de la lancer, ne serait-ce que pour le premier film, de nombreux grands réalisateurs d'Hollywood ont joué à dire « ok, pas du tout ». Et il y avait des jolis noms comme par exemple Joel Schumacher, David Fincher, Darren Aronofsky ou encore Wolfgang Petersen, mais c'est finalement Christopher Nolan qui a repris le projet et le mena jusqu'au troisième film. Dites-vous que même dans cette liste on trouve par exemple les sœurs Wachowski, mais elles ont refusé car elles commencèrent à ce moment l'écriture et la réalisation de Matrix Reload et Matrix Revolution. Et ils ont bien fait de refuser parce que je n'imagine même pas un Batman dans l'univers Matrix. Ou du moins dans l'univers de la tête de ces deux sœurs. Oh, qui sait. Pour que l'équipe du film comprenne ce que veut le réalisateur, Nolan, avant de commencer le tournage, organisa une projection privée avec toute l'équipe et projeta le film dont il aimerait s'inspirer pour sa trilogie, à savoir Blade Runner de Ridley Scott sorti en 82. Et d'ailleurs, il déclara « C'est comme ça que nous allons faire notre Batman ». On peut pas dire qu'il est pas clair sur son projet. Pour beaucoup, Gotham City est une ville imaginaire qui peut se trouver partout aux États-Unis, surtout principalement à New York, mais autant vous dire que le tournage a été fait à des milliers de kilomètres de ce territoire. En effet, la majeure partie des extérieurs de Gotham City furent construits à Cardington, un ancien hangar situé à 1 heure de route de Londres. Pourquoi cela? Eh ben écoutez les dimensions, 270 mètres de long, 160 de haut, contre 15 pour un plateau de tournage standard, et il disposait d'une surface au sol équivalente à 16 piscines olympiques. Autant vous dire qu'avec cela, tu tournes la scène finale d'Endgame sans ajout de place en numérique. Est-ce que vous savez qu'un des acteurs de Game of Thrones avait commencé à peu près sa carrière au moment de Batman Begins? J'en suis sûr que vous vous souvenez de ce blondinet. Quand on regarde un peu dans les crédits, en particulier le casting du film, on remarque un certain Jack Gleeson, vous savez, le fameux Joffrey Baratheon, l'enfant de Ned Stark.
Alors où est-il dans le film? Eh ben rappelez-vous que dans le film date de 2005, donc l'acteur est jeune, donc faut chercher dans les petits garçons. Ne prenez pas cette phrase bizarrement, hein, d'accord, s'il vous plaît. Souvenez-vous de la scène où Batman échange avec un jeune homme sur un balcon, ou même la scène où l'épouvantail se fait marave la gueule à grands coups d'électricité à la Thor. Eh ben on le voit, notre petit Geoffrey. Vous auriez dû le tuer avant qu'il fasse cette action-là. Shame on you. Dans le deuxième film, The Dark Knight, toute la troupe du premier a repris leur rôle, sauf un membre qui a été remplacé, et je vous explique pourquoi. Si Christian Bale, Michael Caine ou encore Gary Oldman sont toujours de la partie, Katie Holmes, quant à elle, a toutefois laissé sa place à Maggie Gyllenhaal. Officiellement, la jeune actrice n'était pas disponible pour le tournage, mais aujourd'hui on en sait un petit peu plus. En effet, l'actrice voulait explorer d'autres rôles. Elle a donc renoncé à jouer Rachel Dwayne pour apparaître comme Jackie Truman dans le film Mad Money de 2008, qui malheureusement pour elle, a été un flop désastreux. J'en connais une qui a dû se mordre l'intégralité du bras tellement le film a été un bide. Dans cette suite, deux méchants font leur retour sur le grand écran, nul autre que Double Face et le méchant de Batman en personne, à savoir Joker. Pourquoi je dis un retour? Bah parce que tout bonnement, ils sont apparus déjà dans les anciens films. L'un dans... Allez, tu vas y arriver. Batman Forever avec Tommy Lee Jones pour Double Face et dans Batman le défi de Tim Burton avec le grand Jack Nicholson qui nous avait laissé une prestation plus que folle dingue du rôle du Joker. Putain, Ledger, il devait avoir une pression de malade parce que passer sur Joker après Nicholson, ça devait être bien gore. Ah oui, Heath Ledger et Aaron Eckhart ont eu respectivement les rôles du Joker et Double Face, mais d'autres prétendants auraient pu être dedans. Pour Harvey Dent, donc aka Double Face, on avait par exemple Matt Damon, Hugh Jackman ou encore Ryan Phillips. Et pour le rôle du Joker, des acteurs aussi prestigieux, par exemple qu'Adrien Roby, Sean Penn ou encore Robin Williams avaient également émis le souhait d'incarner le célèbre psychopathe. Est-ce que vous imaginez 5 minutes Robin Williams en Joker? Honnêtement, là aussi je serais capable de reprendre une DeLorean pour aller voir les auditions, parce que Robin Williams en Joker... Je vendrais mon âme pour voir ça. Transition toute trouvée, après avoir parlé du Joker, parlons du regretté Heath Ledger. Comme tout le monde le sait, l'acteur nous a quittés en janvier 2008, avant même la sortie en salle du film. L'acteur avait néanmoins tourné toutes les scènes et a donc été gardé pour lui rendre hommage. Et bon Dieu qu'ils ont bien fait, parce que Heath Ledger nous dévoile ici une prestation quasi parfaite, voire même ultime, du Joker. Ses mimiques, sa représentation de la folie, le maquillage, ses répliques, juste la perfection en personne. Et c'est pas pour rien qu'il fut nominé aux Oscars et l'a même gagné à titre posthume. Avant lui, seul Peter Finch avait obtenu la récompense après sa mort. Bien sûr, le choc de sa mort avait choqué tout le monde et a peut-être un peu aidé à sa nomination et à cette récompense, mais on ne pourra rien enlever au talent de l'acteur qui, je pense, encore aujourd'hui, a sorti l'une des plus grandes, si ce n'est la plus grande prestation pour le personnage de Joker dans un film. Même si certes Joaquin Phoenix et Jack Nicholson en font une parfaite présentation aussi de leur côté, Heath Ledger quand même a bossé vraiment son sujet. Quand on sait qu'il a passé plusieurs semaines seul dans une chambre d'hôtel à tenir un journal où il ressassait toutes les idées sombres que pouvait avoir ce fou tout en travaillant la posture et l'attitude du personnage, ou même encore quand on voit aussi cette scène, cette impro totale qu'il a fait où on sait aujourd'hui qu'en fait l'action ne devait pas être ça, il y a eu un petit dysfonctionnement dans les explosions, quand tu sais ce qu'il a fait, qu'il a travaillé, il était encore dans le personnage alors qu'il aurait pu s'arrêter, bref, il est trop fort, c'est aucun loupé de sa part. Précédé d'une campagne marketing particulièrement intense, The Dark Knight a connu une sortie spectaculaire aux États-Unis, puisque le film pouvait être vu dans presque 4360 cinémas, un record pour l'époque. En plus de cet impressionnant dispositif, une gigantesque campagne de marketing virale était organisée des mois en amont. Par exemple, de faux sites internet et des énigmes permettant aux fans de découvrir les premières images du Joker ou de suivre la fausse élection d'Harvey Dent au poste de procureur. Petit aparté, mais ce genre de campagne marketing a été même renouvelé sur The Dark Knight Rises d'ailleurs. De faux documents de la CIA impliquant un des personnages secondaires du film menaient directement à un site internet pour permettre de s'inscrire à des projections d'un petit extrait très rare du long métrage 7 mois avant la sortie. Autant vous dire que ça a très bien marché aussi.
Au final, le film a récolté plus de 155 millions de dollars lors de son premier week-end d'exploitation aux États-Unis, battant au passage le record de Spider-Man 3. Et vous imaginez bien qu'il a été rebattu depuis longtemps avec tous les films qui sont sortis. Sur sa lancée, il a même été le premier film à atteindre les 200 millions de dollars de recettes en 5 jours sur le territoire américain. Le précédent record était de 8 jours. Alors ici, référence de riche ou de fan automobile, mais il faut bien que j'en parle aussi. Dans une des scènes, Bruce conduit une Lamborghini, une supercar qui conduit dans les rues de Gotham. Mais ce n'est pas n'importe quelle Lamborghini, puisque le modèle de cette voiture est une Lamborghini Murciélago. Et ce choix de modèle n'est pas innocent, puisque Murciélago signifie en espagnol « chauve-souris ». Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que l'une des cascades les plus impressionnantes de film reste celle-ci. Alors aussi incroyable que cela puisse paraître, ça a été filmé en réel, dans les rues de Chicago, avec un vrai camion. Mais je ne vous laisse même pas imaginer le nombre d'heures qu'il faut pour faire tous les calculs pour que ça soit réussi à la perfection devant la caméra. Il a fallu 6 semaines de calcul, une répétition dans un terrain vague et l'assurance que la cascade n'allait pas endommager les infrastructures de la ville avant de pouvoir tourner en toute sécurité. Dans The Dark Knight, on a une partie de l'aventure qui se passe dans un autre pays, ici la Chine avec Hong Kong, et c'est la première fois de son histoire que l'homme chauve-souris quitte Gotham City dans un film. En parlant de première fois, certaines scènes du film ont été tournées avec des caméras IMAX, une première pour un long métrage de fiction. Nous arrivons enfin au troisième volet et dernier film de la saga, à savoir The Dark Knight Rises. Et il faut savoir qu'à la base, Christopher Nolan imaginait mettre en scène le procès du Joker dans le troisième film, mais la disparition d'Heath Ledger poussa l'équipe et le réalisateur à modifier l'idée originale et de se diriger vers une autre direction. Comme The Dark Knight Rises résiste encore et toujours au fait de prendre des nouveaux personnages et faire entrer déjà des personnages qu'on a encore déjà vus dans des films. En effet, nos deux méchants, ou amourettes du film, sont en effet déjà apparus. Bane, par exemple, est apparu dans... encore lui, Batman et Robin en 97, et Catwoman de son côté a été vu dans 2 films. Batman le défi, joué par la magnifique Michelle Pfeiffer en 92, et le film concentré sur elle en particulier avec Holberry dans le rôle titre en 2004. Pour continuer sur elle d'ailleurs, c'est Anne Hathaway qui reprend son rôle dans ce film. Mais je ne sais pas si vous ne l'avez remarqué, oh putain ça fait vieux YouTube ça, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais personne dans tout le film ne la prononce Catwoman. En effet, une grande partie vont la nommer à son nom ou son surnom dans les comics qui est Selina Kyle, mais vous n'entendrez jamais parler de Catwoman. D'ailleurs, information importante, mieux vaut éviter d'affronter Anne Hathaway en combat singulier. Un cascadeur en a fait la douloureuse expérience durant le tournage lorsque la comédienne lui a accidentellement poussé la crosse de son revolver dans l'œil pendant une scène de combat. Résultat des courses, un gros cocard et un stylo en argent avec l'inscription « N'oublie pas que personne ne donne un coup de poing comme Anne », offert par la coupable mortifiée. Alors, soit c'est un cadeau humoristique, soit c'est une réelle menace de mort. Pour le tournage du troisième volet, autant vous dire que des lieux, il y en a eu. Dans Batman Begins, c'est le Mantmore Tower, situé sur le comté de Buckingham, qui a servi pour les extérieurs et les intérieurs du manoir de Wayne. Pour le troisième volet, ce fut le Wollaton Hall, le musée d'histoire naturelle de Nottingham. Pour Gotham City, Chicago était la ville qui prêtait son architecture. Pour The Dark Knight Rises, Nolan a posé ses caméras à Pittsburgh, où a été tournée une grande partie des scènes en extérieur. La production s'est ensuite installée quelque temps à Cardington, à Los Angeles et à New York pour filmer d'autres séquences. Et je ne vous parle même pas des lieux les plus lointains, comme par exemple les étendues glacées de l'Islande dans Batman Begins, les buildings de Hong Kong dans The Dark Knight, ou aussi l'Inde avec le fort de Mehran situé à Jodhpur dans une ville du Rajasthan dans le dernier volet. En 2012, au niveau des films, autant vous dire que ça a été l'année du siècle, parce que si je liste un petit peu, nous avions Le Territoire des Loups, Skyfall, Sherlock Holmes 2, Hunger Games, Sinister, on avait quoi aussi? On avait Prometheus, on avait Avengers, on avait John Carter, on avait aussi Le Hobbit 1, et donc nous avions aussi The Dark Knight Rises.
Mais le film est l'un des seuls de cette liste à ne pas avoir succombé à l'une des tendances de l'époque, à savoir la 3D. Christopher Nolan a expliqué ce choix en expliquant qu'il ne voulait pas rompre l'homogénéité de la trilogie, et que, vu que le film présente des personnages hors du commun, la 3D impose une intimité pour le spectateur, ce qui ne serait pas compatible. Est-ce que cela a marché? Oh que oui! Le film est longtemps resté dans le top 10 des plus gros succès de tous les temps, grâce à un box-office mondial dépassant le milliard de dollars, et il se positionne même à la 3e place du box-office national, derrière Avatar et Titanic à l'époque, et ça sans la 3D. Lors du match de foot américain fictif entre Pittsburgh Steelers et les Gotham Rock, de nombreux figurants ont été appelés pour former la foule à l'intérieur du stade. Mais il faut savoir aussi que certains de ces figurants-là étaient même réquisitionnés pour être des joueurs de football américain dans cette scène. Parmi eux, Luke Ravenstall, le véritable maire de la ville de Pittsburgh, a pris un certain plaisir à faire le kicker de l'équipe des Steelers. Un maillot d'ailleurs est floqué à son nom sur les épaules. Alors je dois avouer, cette anecdote est folle dingue. En plus du rôle du personnage de John Blake, joué par Joseph Gordon-Levitt, un autre clin d'œil est fait concernant l'acolyte fidèle de Batman, à savoir Robin. Dans la scène où Bane attaque un stade, des supporters tiennent des pancartes formant Rogue, le nom du club de Gotham. Mais si vous avez l'œil, la lettre R reprend le graphique du logo des comics Robin. Alors on pourrait se dire, oui, mais vous saviez, c'est peut-être une référence avec le réalisateur, peut-être qu'il a voulu le faire. Pas du tout, mais alors pas du tout, et c'est ça le plus drôle. En effet, pour le tournage, les 11 000 figurants pris pour la scène pouvaient apporter les accessoires qu'ils désiraient pour se transformer en parfaits supporters. Donc, cette scène et cette pancarte est donc un clin d'œil d'un fan à d'autres fans. Voilà, c'est la fin des anecdotes sur cette saga culte. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour le faire savoir. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à partager sur tous les réseaux sociaux. Et surtout, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et mettre la cloche si vous voulez voir les prochaines ou futures vidéos qui vont sortir par la suite. C'était Yota en direct de ma chaîne YouTube et je vous dis à la prochaine. Ciao!